Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot! Exceptionnellement, cet épisode est en deux parties. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie du témoignage de Xavier, je vous invite à écouter l'épisode précédent. Si vous l'avez déjà écouté ou si vous décidez de commencer par cette deuxième partie, dans tous les cas, bonne écoute et bon épisode. T'as arrêté Millennium, on a dit en 2019. Ouais. Mais début 2021, il y a un certain William, dont le pseudo est Sky Willy, qui est en fait un monsieur qui a fait du journalisme jeux vidéo depuis si longtemps. Il a publié un article dans un magazine papier. Il fait partie de cette époque-là. C'est un des doyens. C'est un des doyens et en fait, il y a bientôt 15 ans, il a monté Game Side Story, un site de journalisme jeux vidéo qui parle avant tout des jeux indés. C'était, la plus-value de ce site, c'était parler des jeux indés à une époque où on n'en parlait pas du tout. C'était en 2011 à ce moment-là. Enfin, on en parlait très peu. Donc site un peu historique que je n'avais jamais entendu parler et ça me rend triste parce que moi si en 2013, au lieu de bosser pour Millennium, j'avais bossé pour Game Side Story, peut-être on n'en serait pas là. Mais bon, avec des si on coupe du bois. Donc en 2021, William vient me voir en DM sur Twitter et il me dit J'adore ce que tu fais, je vois que t'écris plus, tu veux pas venir écrire chez moi?» Alors moi forcément, sortant de une année sans avoir écrit et en ayant pour la première fois depuis longtemps profité de mes jeux vidéo Sans avoir d'obligation derrière, c'est ça. sans avoir à prendre des notes, sans avoir à faire une introspection tout le temps sur ce que je fais. C'est une expérience intéressante, mais malheureusement, j'avais encore ce truc qui me grattait sous la peau et en voyant le site, en voyant les valeurs, qu'il y avait en avant sur le site, en voyant que c'était pas pris par une grosse entreprise, aucune pub, pas de post, sponsorisé, rien que dalle. J'étais en mode: «Ah bah oui, quitte à écrire quelque part gratuitement, autant que ce soit sur un site qui partage un peu mes valeurs». Et donc j'intègre la rédaction de Game Side Story et je commence direct à écrire. Vous êtes combien à ce moment-là? On est peut-être 6. Ça a pas beaucoup bougé, on n'est pas plus que ça. Les gens il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont venus. En gros, depuis que je suis rentré, il y a une seule personne qui est encore là. Tous les autres, c'est quasiment que des nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Soit que j'ai fait rentrer moi, parce que c'est des anciens collègues de chez Millennium, qui sont venus se plaindre chez moi en me disant: «Je peux plus écrire sur mon site, où j'écris depuis 7 ans». Je fais: «Bah oui, ça m'étonne pas». Et d'autres gens, qui, ben, voilà, ont vu la lumière, ils sont entrés, ils ont dit: «Salut, ça va?» et qui, voilà, ont demandé si vous pouvaient écrire, ont envoyé des petits textes qu'ils avaient écrits par le passé. J'ai fait: «Bah, ouais, banco, ça me va» et de toute façon, on a toujours été dans le recrutement, enfin moi en tout cas, des moments où je proposais des gens parce qu'on n'avait pas tellement enfin William était rédac chef, mais parce que c'était le créateur, quoi. C'est un projet bénévole, entre guillemets, donc C'est ça. Il y a pas de hiérarchie. c'est ça, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation financière derrière de rapporter du résultat, en fait. C'est ça. Donc j'imagine que vous courez pas autant après les chiffres que d'autres grosses boîtes qui ont besoin, malheureusement, aussi. C'est ça, on n'a pas de pub, on a personne qui on doit rien à personne, en fait. Ok. La seule chose qu'on tient à respecter, c'est la confiance que font certains développeurs quand ils nous donnent une clé, et ou des agences de presse. Nous, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est: vous nous avez fait confiance, on va vous rendre un texte. On va vous rendre un texte, une critique propre. On dit pas que ça va être fait dans les temps, c'est-à-dire que s'ils nous filent une clé une semaine avant la sortie du jeu, on peut pas garantir que ça sortira day one. Par contre, on fait en sorte que ce soit fait le plus rapidement possible et que ce soit fait le mieux possible, que ce soit pas bâclé. Mais derrière, tu vois, c'est arrivé plein de fois où les gens, ils nous retoquent par mail en nous disant: «Hey, on t'a envoyé une clé il y a tant de jours, tant de semaines, ça en est où?» Et nous on fait: «Bah, c'est en cours, Ouais, on vous a pas oublié, mais on va à notre rythme. on vous a pas oublié, c'est en cours et puis voilà, ça sortira, je te ferai un mail quand la publication elle est faite» et c'est OK. On n'a jamais eu de problème avec ça. Alors évidemment, on en a certains, c'est embêtant, mais je pense que c'est embêtant plutôt pour, ceux qui sont au-dessus d'eux. Je me doute qu'un employé, enfin ce qu'on appelle un PR, donc un relation presse, quand il décide de nous envoyer une clé et que sa direction lui dit: «Bah, tu avais 15 clés, sur ces 15 clés, ben, il y en a une, on n'a toujours pas eu de article alors que tout le monde a publié». Peut-être il se fait taper sur les doigts. Ouais. Je sais pas comment ça se passe en interne après, hein. J'ai très peu, d'idées de comment ça se passe au niveau des relations presse. Mais je me dis que derrière, eux, ils ont des comptes à rendre
Et je comprends tout à fait qu'à un moment donné, ils décident de plus nous filer de clés. C'est pas grave, des jeux, il y en a plein. Moi, je sais que si vraiment il y a un jeu, j'ai envie de parler et que enfin, j'ai envie de jouer et qu'à la fin, j'ai envie d'en parler et que j'ai pas eu de clé, bah, je vais lâcher, c'est pas grave. Ouais, donc en fait, vraiment, vous tenez votre ligne et je pense que c'est ça qui fait que vous gardez aussi votre identité et puis votre, Tout à fait. bah, vos valeurs. En fait, comme tu dis, tu disais, il y a vraiment des valeurs derrière quand on a parlé avec William au début. Mmh. Et je pense, j'imagine en tout cas de l'extérieur, que les développeurs, les publishers qui viennent vous voir pour vous donner des clés finissent par savoir de toute façon quel genre de ligne vous avez. Ils voient les dates de publication des articles par rapport aux dates de sortie des jeux. Ils se doutent que c'est pas. Ils savent, ils sont au courant. C'est ça, ils savent vers quoi ils vont. Donc, c'est le jeu. Il y a de la transparence. À partir de là, je trouve qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que, hasard du calendrier, donc en janvier 2021, j'intègre Games Side Story. Je crois que c'est en avril 2021, si je dis pas de conneries. William, est embauché, dans la boîte qui s'appelle Plugin Digital en tant que Game Scout. Métier très, étrange, Game Scout à expliquer, mais globalement, c'est quelqu'un qui va aller chercher, des jeux, qui sont souvent indépendants, la plupart du temps indépendants même. Et ben, aller voir, ces jeux-là, essayer de prendre contact avec les développeurs pour dire, le «Ton jeu, il a l'air cool, est-ce qu'on peut en parler?» Et l'idée derrière, c'est d'apporter un soutien financier et marketing à un jeu indé qui mérite, dont la boîte estime qu'elle mérite d'être mis en avant. Mhm. Comme ça permet à un indépendant d'avoir un boost de budget, voire même un boost de développeur et d'être, distribué plus au large public avec plus de marketing, plus de trailers, parfois des portages sur d'autres consoles. Le chercheur de talent, quoi. Voilà, c'est un peu un chercheur de talent, voilà. Donc lui, il est embauché là-bas et du coup, là, il nous dit: «Bah, moi, je peux plus bosser pour Games Story, ne serait-ce que d'un point de vue déontologique, c'est compliqué de bosser dans le milieu du jeu vidéo et de parler de jeux vidéo» et surtout, il voulait se focus à 100 là-dessus, donc il nous laisse les clés, en fait. Je trouve ça cool de sa part d'avoir l'honnêteté intellectuelle de faire, tu vois, de prendre cette position. Parce que je pense qu'il y en a d'autres peut-être à sa place qui auraient dit, bon, je vais trouver un moyen de pas m'auto-marcher dessus, puis de pas faire de conflit d'intérêt, puis tu tombes naturellement dedans au bout d'un moment, en fait. Oui, bah, oui, à un moment donné, oui. Ne serait-ce que, il m'expliquait son boulot, oui, tu vois plein de jeux. Même si c'est des jeux que tu as pas signés, tu vois plein de jeux et globalement, il a vu tellement de jeux qu'il y avait parfois des jeux, il a vu 3 ans avant qu'on connaisse leur existence et c'est hyper précieux, d'un point de vue connaissance, mais incompatible au fait d'essayer de pas trop se marcher dessus parce qu'il y a forcément des jeux que tu as vus. Donc il nous file les clés et il nous dit, «Bah, prenez soin de mon bébé». Du coup, forcément, c'est compliqué quand t'as que des bénévoles. Personne n'a envie de prendre la casquette de chef, Ouais. surtout qu'on se sent pas légitime globalement. On se dit: «Bah, nous, on fait que rédiger». Moi, j'étais là depuis 4 mois. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que je me dis: «En vrai, j'aime bien». Ça faisait quelques moments que donc j'écrivais, mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien les gens avec qui je travaille. J'ai envie que ce truc, il vive. L'un des rédacteurs, dont le pseudo est, Bestiaux, on en parle un peu. Lui, c'est un rédacteur historique, il est là depuis 1000 ans, il fait partie des meubles et on en parle un peu et je lui dis: «Écoute, moi, je veux bien que tu appliques un peu le fonctionnement que tu as eu pendant toutes ces années. Moi, je peux t'aider. Gérer la boîte mail, faire les publications ou quoi, enfin, je voulais juste participer au truc» et on arrive à tenir comme ça. À un moment donné, Bestiaux a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Là, c'est moi qui me retrouve tout seul avec les clés et bon, bah, j'ai dû en parler avec les gens, les autres bénévoles et en fait, c'est très bien parce que moi, je voulais pas avoir cette casquette de chef. J'ai jamais voulu, mais à un moment donné, on m'a dit: «Tu t'occupes des publis, tu t'occupes de la communication des réseaux sociaux, tu t'occupes des mails. Bon, peut-être à un moment donné, Tu fais déjà le boulot. peut-être tu fais le taf et peut-être on peut te mettre la casquette». Et je suis en mode: «D'accord», mais je leur ai juste dit: «Vous m'appelez pas chef». Du coup, ils se sont tous mis à t'appeler chef. Exactement et surtout, je voulais qu'il y ait une sorte de hiérarchie horizontale. Je voulais pas que, parce que je suis rédac chef, j'avais le dernier mot. Ok. Et ça, c'était vraiment lié à mon passif que j'avais chez Millennium. La rédaction, le au-dessus, avait toujours le dernier mot. Parfois même quand c'était injuste et quand c'était frustrant. Même si on avait notre mot à dire, enfin, on pouvait donner notre mot, il était jamais entendu. Et ça, c'est des trucs qui me frustraient et moi, j'ai en fait appliqué tout ce qui me plaisait pas dans l'ancienne rédaction, enfin chez Millennium et j'ai fait l'inverse de ce qui de ce au sein de GSS et en fait, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. En tout cas, de ce que me disent les collègues. Du coup, j'essaie à chaque fois de demander l'avis de tout le monde. Je prends aucune décision seul. Là, c'est un bon exemple, on a sorti une nouvelle version du site. Allez la voir, elle est super belle et en fait, ça, on bosse dessus depuis 6 mois, voire même un peu plus et ça a été long parce que, bah, à chaque fois, je demandais leur avis. À chaque fois, je voulais qu'ils me donnent leur retour et qu'ils aient leurs choses à dire et s'ils étaient pas
satisfait d'un truc, et ben on ajustait. Ouais, donc beaucoup de va-et-vient. C'est ça, énormément de va-et-vient. Alors William, du coup, qui est parti de chez Plugin, il est revenu bosser sur GSS et sur Gameside Story, Il et n'a pas voulu reprendre sa casquette de chef? il a pas voulu reprendre sa casquette de chef. Il m'a dit tu le fais très bien, tu gardes. Je fais d'accord. Et je pense qu'il voulait plus s'emmerder avec ça, surtout. Ouais. Mais par contre, il s'est improvisé web développeur parfaitement bien, en tout cas avec les compétences qu'il avait. Il a un peu de compétences en développement. Il s'est beaucoup aidé d'un truc qui commence par un I et qui finit par un A. Mais c'était trop intéressant parce qu'on a appris à servir d'un outil qui est certes nouveau et qu'on a tendance à dire ça va remplacer les humains. Pas du tout. Souvent, quand on parle d'IA, je prends toujours beaucoup de nuances, beaucoup de pincettes en disant le problème, c'est ce que les gens font. C'est un outil. C'est quelque chose qui va se passer à un moment donné quand monsieur et madame tout le monde en auront marre de faire des images générées qui sont nulles, qui sont toutes jaunes, et ça va se tasser. L'outil va remplacer personne et il est juste là comme petite base un peu solide, mais derrière, il y a besoin de l'humain, c'est obligatoire. Mais du coup, ouais, on a fait cette nouvelle version du site qui est, il faut le dire, moi qui avais beaucoup d'envie de mettre des choses dans un site de jeux vidéo que je n'avais jamais vu, ou très peu, essayer de rendre ça le plus lisible possible, essayer de le rendre ça le plus agréable pour tout le monde, que ce soit les lecteurs comme les rédacteurs, l'optimiser au maximum et faire quelque chose qui est agréable à venir lire, transparent et tout, et c'était très bien, et je suis super content que tout le monde en soit content. Même William, qui avait peur d'être la cause vieux con parce que il aime rien, même lui, il est content. Et ça, c'est ma petite victoire, que lui, à la fin, il soit content de la tranche du site. Et globalement, je suis très content de ce qu'on arrive à apporter sur Gameside Story. On arrive à parler de plein de trucs. On peut pas tout faire, et on aimerait tout faire. Là, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, c'est beaucoup, c'est tout et rien. Là, maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un choix immense. C'est rare qu'on mette des articles mauvais, des critiques très mauvaises, parce que maintenant, on a le luxe de choisir ce qu'on veut, de ce qu'on veut parler et ce qu'on veut mettre en avant. Et nous, le site, on le prend vraiment comme on veut mettre en avant les jeux qu'on ne parle pas. Je trouve que c'est un bel objectif à mettre en avant, de dire, bah, vous savez quoi, on n'a pas la pression éditoriale que peut avoir une rédac qui a besoin de faire vivre, de payer des salariés, des locaux, etc., etc. On le fait par passion, bah, en fait, on va ratisser large, puis on va essayer justement de développer le truc plutôt que de juste viser là où va y avoir du clic. Ouais, puis en plus, on se rend compte, nous, beaucoup, par nos contacts avec les développeurs indépendants, à quel point est-ce que le milieu manque cruellement de repères. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Là, je suis allé à la Gamescom à Cologne cet été. Et donc, j'ai rencontré plein de développeurs qui, pour beaucoup, ne savaient pas comment faire parler de leur jeu. Ouais. Parce qu'ils ont une idée très biaisée de tout ce qui est sponsoring et streamer, enfin créateur de contenu en tout cas, où ces gens-là demandent, pour la plupart du temps, et je vais pas dire que c'est mal, c'est leur système économique est comme ça, mais qui demandent des sommes d'argent. Ouais. Et que quand tu es un petit développeur, t'as pas forcément 600 balles à donner à un streamer C'est ça. pour avoir la visibilité sur ton jeu. Et je me suis retrouvé dans des moments lunaires où je tiens à un développeur de m'envoyer un mail avec son jeu, et il m'a dit ça me coûtera combien? Ouais, réflexe. Ouais, réflexe, tout à fait. Mais je suis tombé un peu des nues de me dire ah oui, donc on en est là. On en est à ce stade où on part du principe que ça doit être C'est monnayé. nécessairement payant. Ouais. Et en même temps, dans le système économique dans lequel on est, tout est monnayable. Tout est monnayable et tout est monnayé. C'est ça, et c'est même presque, certains diraient débile, que notre site, on n'a pas de pub, on n'a pas de sponsoring, on ne demande rien, on a juste un Patreon. Et le souci, c'est qu'en plus, on s'adresse à un public pas forcément au fait de comment ça fonctionne une économie sur un site, parce qu'on a un public quand même assez, bon, je vais blesser des gens, mais assez âgé. Et quand je dis âgé, c'est que on est vraiment dans le seul public qui lit encore sur Internet. C'est des plus de 30 ans. C'est ça, c'est les plus de 30 ans qui ont pris l'habitude de, par le passé, lire des articles, que ce soit papier ou sur internet, qui veulent garder ça parce que un streamer sous vodka Coke Red Bull qui essaie de montrer que leur jeu il est rigolo, ça ne les intéresse pas. Qui fait des shorts sur YouTube ou des TikTok de 2 minutes. Les shorts sur YouTube, ça les intéresse pas. Ouais, c'est ça, voilà. On est dans tous les clichés de boomer, c'est génial. Tout à fait. Vraiment, on est réac. C'est les grandes gueules en fait, c'est ça. Il y a un peu de ça malgré tout, les codes sont pas les mêmes d'une génération à l'autre.
C'est ça, les codes sont pas les mêmes et nous, justement, on aimerait un peu réunir ça. C'est-à-dire que ces vieux gamers qui ont pas forcément la curiosité parfois, qui n'ont plus le temps. On veut que ces gars-là, ben, on soit un peu leur phare dans la nuit, en se disant: «Bah, là, j'ai envie d'un jeu qui corresponde à tel truc», hop, il va trouver et on veut aussi essayer un peu de draguer les jeunes. Putain, en disant ça, je me sens vieux, pour leur dire, «Bah, écoutez, vous Il y avez a autre peut-être chose. d'autres moyens». Ouais, il y a autre chose et bon, il y a eu une volonté à un moment donné qui s'est très vite éteinte de dire: «Peut-être je me mets sur TikTok». Après, j'ai vu le temps nécessaire. Franchement, démarrer sur un réseau social, peu importe lequel, hein, que ce soit TikTok, Insta, même Facebook, YouTube, peu importe. Tu es sur une nouvelle plateforme, c'est un nouveau mode de communication, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou de t'approprier les codes, de savoir comment faire, de générer ton contenu, C'est tu ça. vois, d'être suffisamment à l'aise pour générer ton contenu de manière suffisamment rapide que ça ne te demande pas trop d'efforts. C'est du boulot, c'est du boulot monstrueux et c'est pas pour rien qu'il y a des gens, c'est littéralement leur travail salarié, Mmh community mh. manager ou créateur de contenu, hein, qu'ils soient salariés ou pas d'ailleurs, c'est un métier. C'est un métier. C'est tout à fait un métier, que je dénigre pas du tout. C'est vraiment un taf de fou et je connais, des créateurs de contenu qui, ils travaillent, 50-60 heures semaine, juste pour espérer vivre, sur une plateforme, qui est vraiment, un océan de contenu et il faut réussir à se faire une place. À un moment donné, hein, moi je me suis dit: «Je vais sur TikTok et je joue la carte du hate watch». Je dis des takes éclatés et les gens vont réagir et ça va faire du ça va faire du chiffre. Mais est-ce que c'est ça que je veux, que soit représenté Game Story? Pas du tout. Du coup, j'ai vite mis ça de côté. En fait, Game Side Story, c'est aussi ce truc de la réconciliation avec le journalisme, jeu vidéo pour moi, que malheureusement j'ai vu au travers d'une première expérience qui était certes très représentative de ce qu'est le milieu actuellement, bien en avance sur son temps d'ailleurs, parce que ce qu'on a vécu chez Millennium, c'est ce qu'ont vécu beaucoup, beaucoup de rédactions, ensuite après tous les rachats de tous ces millionnaires. Ouais. Cette nouvelle expérience est bien plus cool et j'espère vraiment qu'à un moment donné, quand il y aura des petits développeurs qui veulent, bah, mettre en avant des jeux en France, bah, ils viendront vers nous. C'est tout ce que je souhaite. Trop cool. Donc là, du coup, tu nous as fait un très gros détail sur ton parcours, sur le fait que tu es globalement deux activités en ce moment, une activité salariée et une activité bénévole. Et je vais commencer à poser les questions que je pose à tout le monde pour essayer de voir un peu où tu te situes au milieu de tout ça par rapport à l'expérience que tu viens, aux expériences que tu nous as racontées. La première question que je pose à tout le monde, qui est très générique volontairement, c'est quoi pour toi le travail? Le travail, le problème, c'est que je mets 2 mots. C'est pas nécessairement un problème. En fait, je mets un mot qui est l'obligation. On est obligé de travailler dans la société dans laquelle on est pour survivre et j'ai vécu ça de toute façon de manière générale et je le vis encore. Je suis obligé de travailler sans forcément, faire quelque chose que j'aime bien, hem, parce que, bah, c'est comme ça qu'on vit et que je peux pas faire autrement. Mais j'y mets aussi, stimulation, parce que même dans un travail que je peux ne pas aimer, c'est quelque chose qui, pendant un certain temps en tout cas, peut vraiment m'aider moi à stimuler mon cerveau et faire en sorte que, ben, ça m'aide à juste, bah, me lever le matin, parce que, bah, quand j'étais au chômage, même quand j'étais au chômage, je ne pouvais pas rien faire. C'était pas physiquement possible parce que juste alors, je suis très partisan du dimanche à rien faire parce que c'est important de faire la pause. Mais en tout cas, et je pense qu'en tant qu'humain, on est obligé d'avoir besoin d'être constamment stimulé. Le travail apporte ça, mais le travail, c'est, il y avait une expression qui était, «Vis pas pour ton travail, c'est travaille pour vivre», je crois, un truc comme ça. Il faut pas vivre pour travailler, il faut travailler pour vivre? Ou l'inverse du coup? Ouais, j'essaie de l'analyser pour voir c'est quoi le milieu. Ça. Il y a un sens où ça va, il y a un C'est sens où ça ça, va pas. il faut savoir lequel. Mais je crois que c'est le fait en fait, voilà, c'est quand tu travailles actuellement, tu dois pas vivre pour ton travail, quand tu travailles, c'est justement pour que tu puisses vivre à côté. Qu'est-ce qui te fait le travail te fait vivre pourquoi? Parce qu'il t'amène un pécunier déjà qui te permet de faire des trucs, qu'importe ce que c'est, voyager, bien manger, s'acheter, un PC à 2 500 balles comme j'ai fait, et toutes ces petites choses-là. Le travail te permet en fait, dans une société capitaliste, à simplement accéder à des choses mais il va te permettre, ouais aussi de simplement, te permettre de vivre, faire des rencontres sociales, ou pas, tu peux ne pas avoir envie de faire de rencontres sociales après, c'est OK. Mais le travail, le souci, c'est que il a plein de définitions. Moi, je l'ai actuellement, je peux le voir comme dit une obligation, mais ça peut être aussi une passion.
j'aimerais bien, être passionné par mon travail et je pense que je le suis un petit peu quand je suis du côté GSS. J'allais justement rebondir là-dessus et dire, tu es en train, si tu fais fi de la partie bénévolat, Mmh. tu es en train de dire que le travail, c'est que la partie qui te rapporte de l'argent, mais tu vois clairement ce que tu fais pour Game Side Story, je pense que tu le fais par passion et c'est du travail. Bien sûr, Ça serait malhonnête de dire que c'est pas du travail. tout à fait, c'est du taf. Le souci, c'est que je peux pas faire que ça et c'est ça, en fait, le Je remets pas du tout en cause effectivement la partie où tu dis le travail c'est obligatoire parce que tu as un besoin de te rémunérer pour te payer un toit et manger pour commencer. Mais effectivement, après ça veut pas dire qu'il y a que ça derrière non ouais, plus. c'est ça, c'est que, en fait, le travail, ça sous-entend plein de choses et que, dans les sociétés, antérieures où, en fait, le travail, c'est pas quelque chose qui rapportait de l'argent, c'est juste ton métier, tu participais à la communauté. Ouais, il y avait pas de survie là derrière, c'était juste, bah, c'est comme ça et je pense que, Hmm. si demain on a l'effondrement du capitalisme, on n'aura pas, une armée de gens qui seront dans leur canapé à rien faire, ça n'existera pas. Contrairement à ce que beaucoup veulent croire, les gens ne sont pas feignants par nature en fait. On a besoin d'être stimulés et c'est important pour nous de, à un moment donné, juste faire des choses et je pense que si on n'avait pas ce blocage de l'argent et qu'on ferait juste un travail qui nous plaît et là j'enfonce des portes ouvertes, hein, attention, hein. Et si on faisait juste un travail qui nous plaît sans savoir se dire: «Est-ce que je vais gagner assez pour pouvoir, survivre, à la fin du mois?» et juste dire: «Bah, ça j'aime bien, je vais le faire» et c'est tout et il y a pas besoin de plus. Ben, je pense qu'on vivrait dans un monde un poil plus heureux. Est-ce que c'est une, take très froide? Oui. Donc ça c'était pour toi c'est quoi le travail? Ok. Je vais te poser donc la deuxième question. Mais bon, je pense que tu y as largement déjà répondu. Je veux quand même t'entendre le réexprimer. Pourquoi tu travailles? Pourquoi je travaille? C'est-à-dire pourquoi? Est-ce que pourquoi en un seul mot ou en 2 mots? C'est toi qui réponds comme tu veux à la question. C'est ça l'ouverture. C'est Oh que non, il me jette sous le bus! tu en fais ce que tu veux. Non, mais tu peux répondre aux deux séparément aussi. Oui. Pourquoi je travaille? En un seul mot, pourquoi? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je travaille une en partie pour payer mes factures. Parce que, ben, c'est nécessaire. Mais par contre, quand je travaille sur GSL, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'y prends du plaisir, parce que, j'ai pas meilleure satisfaction que quand je parle d'un jeu, quelqu'un l'a lu, est venu me voir et m'a dit soit: «Oh super le texte, je vais acheter le jeu», soit il revient 3 semaines après et il me dit: «Merci pour ça, parce que je viens de passer 3 semaines incroyables». C'est mes 2 plus belles victoires en fait, là-dessus. Alors il y en a un, c'est de l'ego clairement quand on me dit: «Super ton texte», je fais: «Merci». C'est important, de booster un peu cet ego, qui en a bien besoin. Mais, par contre, amener quelqu'un à aller voir un jeu qu'il n'aurait peut-être pas forcément connu, c'est vraiment une personne, hein, c'est une victoire. C'est le partage, quoi. Et je pense que c'est ce que je fais en fait au travers de mes critiques, que j'écris, c'est, partager un jeu que j'aime bien, partager une réflexion parce que, quand je parle d'un jeu, je parle pas juste de qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est pas bien. J'essaie surtout aussi de le replacer dans le contexte, c'est-à-dire, quelle est sa place dans le paysage vidéoludique? Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il est cohérent dans ce qu'il veut faire? Quel est son message? Parce que quoi qu'on dise, tout est politique et que quand tu fais un jeu qui paraît aussi simple que casser des briques, il y a un contexte politique derrière qui parfois est plutôt du sous-texte. Mais voilà, un jeu vidéo, c'est avant tout de l'artistique et comme on sait tous, l'artistique, ça raconte des choses. Ça va le raconter parfois au travers du texte, ça va le raconter parfois au travers de l'image, au travers du game design. Quand on a, des champions du game design qui arrivent à nous impliquer totalement dans leur univers, ne serait-ce que par une action aussi simple que presser une gâchette, appuyer sur un bouton. Ça, c'est des choses qui sont encore plus intéressantes parce que ça ancre le médium du jeu vidéo dans son statut d'art à part. C'est pas genre du cinéma interactif. Ça apporte quelque chose qui est pas, tu peux pas avoir dans d'autres médiums. Tu peux pas avoir ça dans la musique, tu peux pas avoir ça dans le cinéma. Mais il y a un niveau d'interaction qui fait que c'est ça l'identité. En tout cas, c'est ça qui fait la différence avec le jeu vidéo. Après, ça va prendre des codes à droite à gauche, ça va les utiliser différemment, ça peut faire plein de choses, mais effectivement, il y a ce truc-là qui est unique à l'expérience interactive en fait. Il y a une super vidéo que je pense je peux largement recommander de la chaîne YouTube qui s'appelle Nostalgeek, qui a fait une vidéo qui s'appelle «Le jeu vidéo, un art total». C'est super intéressant. Je mettrai le lien dans la description. Nostalgique, c'est très cool. Ouais. Nostalgeek, c'est très cool. Si vous voulez comprendre, aller un peu plus loin dans votre critique de jeux vidéo, c'est toujours intéressant. J'adore ce que fait ce gars. Mais surtout, il arrive parfaitement à cerner pourquoi est-ce que le jeu vidéo, c'est pas juste un art, c'est un art qui regroupe énormément de choses.
Il y a de la musique, il y a de la modélisation, il y a de l'artistique, il y a de la mécanique, il y a de la psychologie. Il y a plein de choses qui sont regroupées, qui regroupent absolument tout et c'est ce qui en fait, actuellement, un des médiums, et artistiques les plus populaires et les plus surtout, comment on dit? Qui rapportent le plus d'argent, parce que ça touche plein de gens. Pour ceux qui ne sauraient pas, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que l'industrie du jeu vidéo au global, c'est des chiffres beaucoup plus gros que l'industrie du cinéma. Mais en 2015, elle est estimée à 91,5 milliards de dollars et c'était en 2015, ça a grandi depuis. C'est absolument énorme. Du coup, c'est pareil, tu y as déjà répondu, mais on va quand même poser la question, pourquoi ce travail? Et alors là, pour le coup, je voudrais vraiment avoir les deux réponses. La réponse pour ton travail de jour et ton travail de nuit. Ah, je vais faire le plus simple d'abord, le travail de jour, c'est un peu, je vais pas dire la facilité parce que ça serait un peu dénaturer le truc, mais c'est un peu l'ordre naturel des choses. J'ai entamé une bonne partie de ma vie sur un PC à comprendre comment ça fonctionne. J'ai toujours été attiré par le milieu de l'informatique, de près ou de loin. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi tout au long de ma vie. Évidemment, j'allais pas être ingénieur informatique, ne serait-ce que parce que mes compétences, de manière générale, j'étais pas j'ai eu mon bac avec 10,3, c'était mon objectif, 10 au bac. J'ai eu bac 10,3, c'était très bien. J'ai eu 4 en maths, 6 en physique. J'allais pas faire ingénieur, clairement. Je me permets de te couper. Il y en a qui vont avoir des a priori par rapport à ça. Moi, j'en ai absolument pas. J'ai un bac S, un bac STI. Mmh. Je l'ai eu avec plus que 10 de moyenne, mais clairement en terminale, j'avais pas 10 de moyenne. En première, Mmh. j'avais 10,4 de moyenne, peut-être. Mmh. Aujourd'hui, je suis ingénieur en informatique. Bien sûr, non mais tu une certaine, peut-être appétence, vis-à-vis, peut-être des matières des matières, Pas tellement, j'avais des notes de merde pas en tellement? matière scientifique. Je vais pas faire mon épisode de podcast aujourd'hui. Mon point était plus pour dire que ne jamais dire jamais et ne pas te rabaisser comme ça. Tout à fait, tu as raison. Mais, globalement, ingénieur informatique, ça ne m'a jamais intéressé parce que peut-être la faute aussi peut-être au fait que, dit comme ça, c'est flou. Ah bah ça veut Ingénieur rien dire. informatique, C'est ça ne veut rien dire et toi tu es là: «Mais ingénieur, mais quoi, je vais construire des PC?» Pas du tout. ça veut juste dire que tu as fait 5 ans d'études en informatique et du coup ça veut rien dire. C'est ça, c'est ça. Mais, voilà, c'était un peu le truc, et surtout, bah, j'avais de par, mon expérience à l'école qui a été une longue descente aux enfers de désespoir, et de prise de conscience de comment ça fonctionne. J'ai vite abandonné, l'idée de confiance dans le système, d'éducation Ok. qui, malheureusement pour lui, et c'est pas de la faute des profs, c'est pas de la faute de l'école, c'est la faute de tout ce qui l'englobe, parce qu'il y a pas de budget, parce qu'il y a pas assez de profs, parce que si, parce que mi. Et aussi que, mine de rien, on a beaucoup de choses qui datent de l'ère Napoléon et ce serait peut-être temps de les changer. Pas Napoléon, j'abuse un peu, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui datent des années 70-80 et qui sont aberrants. Et tout ça, j'avais plus du tout confiance en ce système et je voyais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Donc forcément derrière j'avais pas spécialement envie de rentrer dans un cursus, même si j'ai un peu essayé. J'ai essayé pour me dire que, bah, j'ai fait le max Ouais. et derrière quand il a fallu travailler, bah, j'ai fait à partir de ce que je savais déjà et que sur le coup, j'ai pas eu la possibilité en début de carrière professionnelle de me pencher très rapidement sur le support informatique. J'ai au final fait ça assez tardivement, hein, j'avais, 25 ans. Mais ouais, c'est un peu l'ordre naturel des choses, je vais dire, ça et même si, je n'envisage pas de faire ça toute ma vie. Déjà parce que mentalement je tiendrai pas, mais surtout parce que, bah, je commence à ressentir beaucoup moins d'intérêt pour ce métier-là. Je sais pas ce que l'avenir me réserve là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un peu je pense que c'est arrivé un peu comme ça. J'avais pas spécialement prévu, mais en même temps, de par mes expériences, c'est arrivé. Ok. Pour, heu, pour mon boulot de journaliste jeux vidéo, par contre, là, c'est vraiment la passion. C'est le fait de passer, beaucoup trop de temps, sur des jeux vidéo depuis que j'ai 4-5 ans. C'est, absolument être fasciné, et avoir encore ancré dans ma tête des moments que j'ai vécus dans mon canapé seul, absolument bouleversants et que je ne retrouve nulle part. Et c'est vraiment, juste en plus l'envie de partager ça. Partager ces moments, que j'ai retrouvés devant mon écran, que j'aimerais que les gens le découvrent aussi et le vivent aussi. Et parce que quand il y en a qui l'ont vécu, c'est trop bien. C'est trop bien de parler de cette expérience qu'on a tous vécue, peut-être d'une manière un peu différente suivant nos vécus,
suivant notre expérience, suivant, ce qu'on s'attendait ou quoi, ou même parfois de notre expérience au sein du jeu, dans le cadre où c'est des jeux à choix multiples. Tu vois, quand Baldur's Gate 3 est sorti, j'ai ressenti, un peu la même chose que quand on était à la cour de récré au collège et qu'on se racontait avec les copains notre partie de jeux vidéo de la veille. Je suis tellement d'accord. Et il y avait vraiment ce truc de, «Ah toi t'as fait comme ça, ah ouais il y a ça qui s'est passé» et c'était fascinant. C'était absolument fascinant. Il y a des jeux, je pense, justement, c'est un problème que j'ai un peu avec, toute la culture de la création de contenu, où il faut que tout soit les GOTY, enfin les Game of the Year, tout soit banger. C'est soit banger, soit c'est flop complet et en fait, il y a plus aucune nuance et ça m'énerve parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai un peu retenu, des quelques moments où, je m'intéressais beaucoup au cinéma quand j'étais en art du cinéma et c'était le moment où j'ai consommé beaucoup un certain Karim Debache, enfin le contenu de Karim Debache. Très, très bien quand même. Karim Debache très bien, mais surtout il m'a un peu fait comprendre que ce que c'était vraiment la vraie critique, notamment, au travers de son format de Chroma. Chroma, c'était un peu plus tard quand même que quand j'étais à la fac, mais en tout cas, ce format-là m'a un peu rappelé ce que c'était la critique et que, ben, ouais, c'est quoi un bon jeu? C'est quoi un jeu vidéo? C'est quoi un bon jeu? Qu'est-ce qui fait un jeu? Qu'il est bon ou qu'il est pas bon? Déjà, il faut quand même dire un truc, c'est qu'un jeu vidéo, il sort, c'est déjà un miracle, en fait. Beaucoup moins maintenant, parce que c'est plus facile, mais on compte plus le nombre de projets avortés par des gros ou des petits devs. Ça touche toutes les échelles. Parce que, c'est trop compliqué, parce qu'il y a un truc qui va pas dans le bon sens et tout. Un jeu qui sort, c'est déjà un miracle et il faut apporter beaucoup, beaucoup de nuances quand on parle d'un jeu, même un mauvais jeu. Même un mauvais jeu, il y a quelque chose d'intéressant à voir derrière, tant qu'il est pas fait avec des mauvaises intentions. Mais en fait, ouais, il y a des jeux où clairement les éloges ne sont clairement pas à la hauteur de ce que c'est vraiment. Tu seras jamais déçu. Ok, sur cet aparté, alors la prochaine question, elle est d'autant plus intéressante que tu as vraiment le double emploi. Tu as l'emploi de jour et l'emploi de nuit. Comment tu gères ton équilibre? Comment toi tu le perçois et comment tu gères ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Parce que justement, en plus d'avoir deux tafs, Mmh. j'imagine que ça vient avec des obligations de calendrier, d'horaire, de choses comme ça. Est-ce que, après, à côté de ça, tu disais le métier de support informatique, ça vient des fois avec les frustrations des utilisateurs, des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à ne pas ramener ça à la maison? Est-ce que, tu vois, tu parlais quand tu étais en open space du fait qu'il y avait beaucoup de bruit, que tu as fait un burn-out. Mmh. Comment tu arrives aujourd'hui à gérer ça? Comment tu saurais mieux t'en protéger? Comment tu le décris, en fait? La séparation pro-perso, c'est quelque chose que j'ai assez facilement intégré dans ma vie quand j'ai commencé à travailler. J'ai toujours eu cette, réflexion qui est maintenant quelque chose que la nouvelle génération intègre beaucoup plus. Moi, mon service, il est fini. Je j'existe plus dans la boîte et j'existerai le lendemain, à 9 heures quand je me pointerai. Mais, dès le moment où j'ai arrêté, c'est fini et quand je suis chez moi, globalement, les seuls moments où j'ai peut-être parlé de boulot, c'est par exemple, quand j'étais avec, mon ex-compagne, le soir, tu racontes ta journée, jusque-là, rien d'anormal Ouais. et c'était le seul moment où je ramenais un peu ça. Il y a des fois, c'était un peu pesant quand tu parles d'une journée un peu rude et que tu as vraiment pas des choses cool à dire et tu sais, tu rentres et tu es en mode: «Bah, là, vraiment, j'ai pas envie de parler» et tu fais autre chose et c'est OK, en fait. C'est pour ça aussi que je parle de comment tu le ramènes, c'est-à-dire que c'est pas forcément comment tu ramènes, comment tu l'exprimes en termes de phrases, comment tu le décris en Mmh. fait. Parce que c'est pas forcément tu vas raconter à ta compagne ce qui s'est passé dans ta journée, c'est peut-être que des fois tu ramènes de la mauvaise humeur ou du stress involontairement. Ouais, ouais, bah, ouais, ça, ouais. Ça, c'était, beaucoup, forcément pendant le Covid. Enfin, j'étais à 100 télétravail et là, du coup, bah, tout est chez toi et il y avait vraiment un moment un peu compliqué où quand je travaillais et quand je prenais un peu de temps pour moi, c'était au même endroit, c'était à mon bureau. Ok. Là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, j'avoue que quand il fallait faire des expéditions de courses, j'étais content. J'en faisais pas beaucoup parce que je voulais pas trop sortir non plus. Mais, ouais, quand je faisais, des expéditions de courses, ça me permettait de sortir un peu, c'était très bien. Parfois, je sortais juste souffler un coup, mais c'était vraiment le Covid, des moments un peu particuliers que beaucoup de gens ont vécu, à leur manière. Là, maintenant, actuellement, tu vois, je fais 2 jours de télétravail par semaine. Je préfère être 3, clairement. 3 c'est mieux, je trouve. Mais en tout cas, ça me permet, le truc de, je suis pas tout le temps à mon bureau pour travailler. Ouais.
même si, quoi qu'il arrive, quand j'écris pour, Game Side Story ou que je fais des trucs, bah, je suis à mon bureau. Et ça, c'est malheureusement un problème de j'ai pas de plage chez moi pour faire 2 bureaux. Ouais. Je fais pas partie de ces personnes privilégiées de j'ai un bureau pour jouer, un bureau pour, travailler. J'ai pas ce truc-là. Donc je fais un peu avec. Comme dit, j'ai l'avantage d'arriver, au vu de mes expériences passées, à énormément me détacher en me disant: «S'il y a un problème, c'est pas ma faute». Tu vois, quand je suis en congé, j'ai une manager qui est très à cheval là-dessus, qui veut pas nous appeler si jamais il y a un truc Ouais. pendant qu'on est en congé. J'adore ma manager. Mais par contre, tu vois, on a un groupe WhatsApp avec, tous les collègues, au cas où il y a des trucs à se dire. Bon, bah, le groupe WhatsApp, il est en sourdine, Pendant les vacances. Ouais. dans les vacances, en sourdine le week-end aussi, même si le week-end, on parle pas souvent là-dessus, parce que justement, c'est juste pour de la communication, genre, «Ah, je suis absent, j'ai du retard, Oui, oui. j'ai un problème», ce genre de trucs, quoi. Mais, j'arrive toujours à prendre du recul parce que comme j'ai dit, tout à l'heure, c'est pas la boîte à mon daron. Si demain elle crache, c'est pas mon problème, en fait. Et je vais pas, me prendre la tête parce que, ça s'est mal passé au boulot. Bon, j'ai peut-être eu à un moment donné une personne désagréable qui m'a pris la tête. Souvent quand ça arrive, je raccroche. Ouais. Je dis à ma manager: «Enregistre cet appel et fais remonter». Je vais souffler un coup, je vais marcher un coup. Tu souffles et tu repars, quoi. Ouais, voilà. J'arrive maintenant. J'arrivais pas beaucoup avant parce que je le prenais personnellement, parce que je me disais: «C'est ma faute, c'est moi qui fais mal les choses». Sauf que dans les faits, non. C'est tout un travail sur soi de réussir à comprendre ce qui est potentiellement de notre ordre personnel et ce qui vient de l'extérieur et que de toute façon, c'est pas à toi de t'en vouloir sur ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, c'est pas moi qui prend les décisions. J'ai justement cette chance, bon, c'est pas une chance en vrai, je vais pas dire ça, mais j'ai en tout cas ce truc de je veux pas être manager, je veux pas prendre des directives, j'ai pas du tout envie de ça. Pas dans une boîte où je me représente pas, quoi. Moi, je suis d'accord de dire que. Alors, je suis pas d'accord de dire généralité absolue, c'est une chance, mais je suis d'accord que toi, tu puisses dire que c'est une chance. Parce que si c'est pas quelque chose que tu veux, c'est une chance de pas l'avoir, en fait. C'est sûr, mais après, ça reste, de ma propre décision. C'est moi qui décide à un moment donné si C'est toi qui, pour l'instant, en tout cas, préfère ne pas avoir ce genre de responsabilité. Et du coup, c'est cool que tu les aies pas. voilà, c'est juste, s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas de mon sort, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui vais gérer ça. Moi, à un moment donné, c'est juste que, bah, s'il y a un truc qui marche pas dans la boîte, bah, c'est sûr, je vais avoir plus d'appels. Voilà, c'est la seule chose qui va avoir un impact et bah, là, tu passes un peu en tunnel vision et bon, bah, tu et tu réponds et Hmm. si à un moment donné, il y en a un qui est pas content, je dis: «Bah, faites un mail» et puis voilà, quoi. Aussi simple que ça. Je rebondis encore une fois sur le coup du quand tu étais au bureau et qu'il y a beaucoup d'appels, notamment l'open space où en plus tu avais la salle de pause slash cuisine qui était au milieu de l'open space. Mmh. Puis là, maintenant, tu as un peu de télétravail. Tu as parlé de quand tu étais pendant le Covid, télétravail à la fois pour Game Side Story, plus toi pour ton plaisir, plus pour le travail au même endroit, dans le Mmh. même environnement. Ouais. Comment tu gères ton rapport à l'environnement de travail? C'est quoi ta vision là-dessus sur puis l'environnement de manière globale, hein. Ça peut être le lieu, ça peut être l'environnement social, ça peut être géographique. Je crois que je le gère pas, en fait. Tu le Je subis? crois que je le gère pas du tout. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais en fait, il y a quand même un truc, c'est, pour mon travail actuel, j'ai un PC portable Ouais. et il y a des fois où je suis pas en appel, parce que je fais autre chose. Dans ce genre de cas, je pourrais me dire, «Bah, vas-y, sors. Tu as juste besoin de ton PC, tu te mets en connexion partagée, pour être sur le VPN. Sors, va dans un café ou quoi». Enfin, on n'a pas encore ça. C'est un truc que j'adore à Paris, je trouve trop cool, c'est, les bars où tu peux faire du télétravail. Mm. Je trouve ça trop bien. Alors bon, ils profitent, ils font des trucs, il y a des magouilles marketing, que j'aime pas, mais ça, c'est un autre problème. Mais le fait de me dire que je peux avoir un endroit où si j'ai envie de bosser, je peux y aller Ça change. et c'est OK et tout et tu changes un peu d'environnement pour des gens qui bossent tout le temps de chez eux, ben, c'est trop cool et moi, j'avoue que j'aimerais pouvoir être à un stade dans ma vie où je peux avoir le fait de travailler, je suis en télétravail, mais je suis pas chez moi. Je suis dans un endroit qui est peut-être différent. Mm. Un bar, un coin, on va dire un coin spécifique, je sais pas, des bureaux externes ou quoi, j'en sais rien. Ou même chez moi, mais tu vois, des fois, je me mets dans mon canapé, avec mon PC portable. Ouais, vraiment, c'est juste cette possibilité de pouvoir ne serait-ce que changer d'endroit où on bosse, c'est déjà un privilège parce que pas tout le monde peut le faire. T'as pas des coworking, des choses comme ça Ouais, il doit y avoir ça, mais à mon avis, c'est payant C'est vite très cher. ouais. Voilà, c'est le problème, c'est que c'est tellement rare à Montpellier que du coup, ils partent un peu dans ce Ouais. truc-là de on fait un truc un peu privilégié et tout. Bon, c'est pas trop mon truc. Mais, tu vois, je pourrais me dire, si je pouvais, j'irais dans un parc et c'est bon, tu vois? Oui. Le souci, c'est que, de par mon métier, je dois être quand même assez disponible pour si jamais il y a besoin, je peux me passer en appel. Ouais.
Et ça rend de suite, ça fait de suite un blocage au fait de me dire: «Je sors». Techniquement, t'es pas en appel en ce moment, mais il faut que tu sois joignable et si jamais il y a un appel qui sonne alors que toi, tu es au milieu d'un parc, c'est compliqué. Ouais, ça peut être un peu chiant, d'entendre, des trucs autour et tout donc ça c'est pour le coup un truc qui me manque et que j'aimerais bien à un moment donné dans ma vie, que mon travail puisse me le permettre, de me dire: «Je peux travailler d'où je veux». Ouais, Un de mes rêves, c'est de me dire, je suis dans une boîte, mais elle est pas en France, elle est délocalisée et je peux vraiment travailler d'où je veux. digital nomade. Ouais, c'est ça et que je peux me dire que je peux déménager dans une région qui me plaît peut-être plus. Je peux, me dire que, ben, tiens, pendant 3 jours, je sais pas, je vais aller chez ma mère et je vais quand même pouvoir, travailler, enfin, ne plus être, prisonnier du téléphone. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de passer à autre chose à un moment donné. J'espère que quand j'aurai 40 piges, le téléphone ne sera plus un problème, quoi. C'est marrant, t'as parlé déménagement en rapport à la liberté de te poser. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression que pas forcément l'appartement pile là où tu es, mais que ta position géographique là où tu vis, elle est dictée par ton travail? Est-ce que si tu avais une liberté totale, tu irais ailleurs? Ouais, clairement. Ok, Pour 2 raisons. Première raison, ça fait longtemps que je suis dans la région, de l'Hérault, enfin dans le département de l'Hérault. J'ai déménagé en 2001. ok, Ça fait longtemps que j'y suis. J'adore, hein, enfin, je pense que Montpellier et les alentours, hein, globalement, c'est des trucs qui resteront, à jamais, dans mon cœur, hein, clairement. C'est une ville que j'adore, je l'aime d'amour, mais c'est une petite ville. On a tendance même à dire que Montpellier, c'est un grand village. Tout le monde se connaît, donc on revoit les mêmes têtes tout le temps en boucle. Je vais pas dire que j'ai l'impression d'avoir fait le tour parce que ça reste quand même une ville qui bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui se créent, la ville elle s'agrandit un petit peu et cetera, mais de manière générale, j'ai quand même pas mal fait le tour et j'aimerais bien voir autre chose. Genre, j'ai pris, février dernier, j'ai pris, des vacances en Alsace et j'ai trouvé ça trop cool. ok, vraiment d'aller voir autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, voir autre chose et moi, j'aimerais bien, de manière générale, aller dans un endroit où l'hiver, je peux avoir de la neige parce que j'adore la neige. Ah oui, ouais, bah, c'est sûr que Montpellier, la neige est pas très loin en soi, mais Ouais, mais la neige est pas très loin, faut y aller en voiture. Mais j'ai vécu des moments assez incroyables où il y avait, 50 centimètres de neige devant chez moi. C'était fou, mais ça a duré 3 jours, quoi. ouais, Et l'autre problème aussi, c'est que Montpellier, bah, plus ça va, plus à cause des problèmes écologiques, bah, il fait chaud. les étés vont être de plus en plus compliqués à supporter, ça, malheureusement. Moi, je supporte assez mal la chaleur. L'appartement où je suis actuellement, je n'ai pas de clim, et je suis entouré de bâtiments, donc autant dire que je n'ai pas beaucoup d'air. Ouais, Et les étés, ils sont vraiment compliqués. Alors évidemment, j'envisage à un moment donné, peut-être changer, déménager, aller dans un endroit où peut-être soit au moins j'ai une clim, soit je suis un peu en hauteur et je peux avoir un peu de vent qui rentre dans mon appartement. Mais, on va dire que c'est soit je déménage dans un autre appartement à Montpellier parce que, j'ai mon boulot qui me tient, là et que j'ai pas d'autre choix. Soit si je déménage, c'est parce que je change de région, quoi. puis aujourd'hui, le calcul de dire je cherche un travail dans une autre région, puis si je le trouve, je déménage, c'est pas quelque chose que tu es prêt à faire. Le souci, c'est que, c'est en ce moment, dans le contexte actuel, c'est ultra compliqué. Ouais, Je vais prendre un exemple qui est assez fou d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 3 semaines, j'ai hébergé, une amie qui habite, à Orléans et qui veut venir habiter à Montpellier. Elle est, barmaid. Autant dire que à Montpellier, des bars qui embauchent, bon, il y en a plein, quoi. Elle est venue, 15 jours et ben, elle a rien trouvé, elle a pas été rappelée et c'est une galère complète alors qu'elle est diplômée, elle a de l'expérience, enfin, elle a tout le profil réuni pour trouver du taf à Montpellier. Elle y arrive pas et que, Montpellier malheureusement déjà bon, parce que Montpellier, le contexte, est un peu compliqué, mais de manière générale, en fait, c'est je trouve actuellement très compliqué de trouver du taf, dans une autre région parce qu'il y a aussi le problème du logement. Accéder à un logement, de nos jours, c'est ultra ultra complexe. compliqué. J'allais dire, tout à l'heure, j'ai failli faire une réflexion quand tu parlais des logements que tu avais eu avec tes premiers emplois. Mmh. Ça sera probablement pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Là, par exemple, dans ma boîte, on a un développeur, un lead dev même qui a débarqué. Ça va faire 4 mois, il ne trouve toujours pas de logement. Ouais.
Il a un CDI, c'est juste qu'il n'a toujours pas validé sa période d'essai. Ouais, du coup, soit on lui demande rien du tout parce que c'est pas possible, soit on lui demande 4 fois le loyer, Ça, ce qui devient ridicule vu la tête des loyers en 2025. c'est ça. Et encore, on a de la chance, à Montpellier, on a la régularisation des loyers. Ouais. Ce qui est pas dégueu, mais enfin, Bah, ça aide, mais ça suffit pas, quoi. ouais, ça suffit pas et les propriétaires sont terrorisés à l'idée de un jour avoir, un locataire qui est pas bien, alors qu'ils vont en avoir, 20 autres qui seront super et donc du coup, ils se mettent 1000 protections derrière et ça devient impossible d'avoir un logement à Montpellier, hein. Là, j'ai pareil, j'ai ma mère qui a trouvé un travail récemment, qui est du côté du nord de Montpellier et ben, là, elle est hébergée dans un appartement de sa sœur, mais heureusement qu'elle a ça parce que sinon elle galérait et que c'est temporaire, il faut qu'elle trouve un autre appartement, mais tant qu'elle aura pas validé sa période d'essai, elle aura rien, quoi. Ouais. Donc là, ce serait vraiment à la limite, comme dit, c'est un change de boulot et c'est un boulot qui me dit: «Ben, reste en télétravail à Montpellier, le temps de valider ta période d'essai, de trouver un logement et après tu débarques», quoi. Là, ça serait possible, par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a une ou des idées reçues que tu aimerais déconstruire sur ton métier? Waouh! Tellement, tellement et puis des 2 côtés. Ah bah vas-y, hein, encore plus intéressant, vas-y. Je vais commencer avec le support informatique. Alors déjà, arrêtez d'appeler un support informatique et le confondre avec un service client, ce n'est pas les mêmes choses. C'est 2 choses très différentes. On est là avant tout pour aider, et pas pour vous racketter de l'argent et surtout, bah, on n'est pas magicien. On a des process nous de toute façon, de manière générale et que, quand on peut résoudre un problème, vraiment en vrai ça nous soulage tellement la vie. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point quand on nous appelle et qu'on nous pose un problème qui est un peu grave ou en tout cas on n'a pas la main dessus et qu'on peut pas résoudre le problème à l'instant T, nous on est très frustrés et surtout, bah, c'est énervant parce que ça veut dire qu'on a un ticket qui va traîner et c'est un truc qui va prendre du temps et les gens vont être agacés et donc vraiment quand on a les gens au téléphone, première chose qu'on veut faire, c'est résoudre la situation. Et ça, les gens, ils ont tendance à un peu penser que nous, on est juste là, pour, un petit peu, se toucher les noix, pendant qu'ils nous racontent leurs problèmes et perdre un ticket au fin fond d'un backlog, que personne ne touchera. Pas du tout. Il y en a sûrement qui font ça, je dis pas. Surtout dans des grosses entreprises, de services. Je pense que c'est comme tout, il y en a, mais c'est pas C'est une pas une majorité. majorité, clairement. J'ai bossé avec suffisamment de gens pour affirmer que la plupart des gens qui bossent en support informatique, ce sont des gens qui sont comme moi, qui aiment bien aider les gens et aiment bien apporter de l'aide et que la satisfaction d'à la fois, entendre la personne sourire parce que son problème il est résolu, surtout s'il est résolu rapidement, c'est quelque chose qui, honnêtement, sauve des vies, d'un point de vue psychologique chez, les supports informatiques parce que, c'est clairement un truc qui donne ça remplit, la barre de vie, quoi. C'est important que derrière, les gens soient conscients que aider les gens, c'est notre leitmotiv. Sinon on le ferait pas. On le ferait pas du tout. Ça, c'était pour la partie support. Et de l'autre côté, Ah l'autre partie, les journalistes JV, il y a tellement d'a priori. En fait, on a assez mal, vécu, tout le Gamergate. Alors là, bon, je vais pas faire l'historique de tout ça, mais c'était à un moment donné où, les gens on commençait à ne plus avoir, confiance dans tout le journalisme JV international. Parce que ça partait du principe que les journalistes avaient soit des relations étroites avec certains développeurs pour les mettre en avant, soit touché d'échecs. Bon, tous des corrompus. ouais, tous des corrompus globalement. Moi, je fais ça depuis 2013 et j'ai pas touché un copec, de qui que ce soit d'ailleurs. Donc c'est vraiment un truc qu'il est important d'éliminer, je pense, surtout qu'il est encore présent. Je vois encore passer des gens dire, «Ah, j'y vais comme, ils ont donné, une note, hyper cool, à ce jeu, mais sûrement ils ont eu un chèque». Je fais: «Non, personne n'a de chèque». Est-ce que ça vient pas, notamment, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton expérience avec Millennium, est-ce que ça vient pas justement des affaires qu'on entend où il y a de l'autocensure de certaines choses parce que tu veux pas. Alors, c'est pas parce que tu es vendu et que tu as touché de l'argent, c'est parce que tu veux pas froisser quelqu'un parce que ça va biaiser des relations de travail et que ça va potentiellement te tirer une balle dans le pied en tant que rédaction, de te mettre à dos un éditeur. Tu vois, c'est plus dans l'autre sens, c'est plus que tu es sous une pression et tu t'imposes une pression et de la censure
plus que tu touches un chèque en Je fait. je t'avais dit, que en fait, les déboires que j'ai eu avec Millennium, à un moment donné, j'ai tout balancé sur Twitter et j'avais fini, justement en disant ça, en disant que quand vous avez un doute, sur la on va dire la véracité d'une critique en disant quand même, c'est un peu gentil ou, la note est un peu trop haute ou trop basse par rapport au texte. Il faut bien se dire que jamais, à aucun moment, un éditeur, un développeur, une agence de presse ne va aller voir quelqu'un et dire enfin, un rédac chef et lui dire: «Là, ton texte, il est pas fou». Je crois que dans toute ma carrière, j'ai eu une fois le cas sur une critique parce que c'était un free to play, et j'avais dit que globalement, c'était plutôt un pay to play, au niveau du système économique et la personne, en question nous a retoqué sur un mail en disant: quand même, on a pas mal changé ce système économique depuis la bêta, je pense que c'est plus trop ça. Donc j'ai changé ma critique, j'ai dit: «Se joue mieux avec une carte de crédit», globalement. Le changer, pas changer. C'est pas passé, elle a pas aimé, c'est pas grave, pas très important en fait, ça n'a rien entaché derrière. Je crois ils nous ont boudé, 3-4 mois et en fait, je pense que la personne, elle a dégagé en fait, parce qu'on a eu un contact avec quelqu'un d'autre et en fait, c'est des choses qui bougent dès le moment où les personnes quittent leur poste, ces trucs-là, ils existent plus en fait. C'est pas quelque chose qui est noté dans un dossier placardé, sur, le bureau de la RH. Non, 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 c'est quelqu'un qui à un moment donné t'a en grief, bah, il va le noter. Oh bah, lui, je lui donne rien et ça dure quelques mois et après c'est parti, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver, mais comme dit, c'est tellement infime. Je me suis toujours, dit que je devais jamais arranger mon texte, je devais jamais, prendre des pincettes. Je devais toujours dire ce que je pense, pas le dire méchamment si jamais j'ai quelque chose de mauvais à dire, pas non plus l'encenser si jamais j'ai quelque chose d'extrêmement bien à dire et que je peux pas justifier en tout cas, mais essayer de garder, on va dire, toujours cette nuance, tout en disant quand les trucs sont pas bien, et j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, hein. J'ai des développeurs, je leur ai descendu le jeu. Alors j'aurais descendu le jeu tranquille, hein, mais, je leur ai dit qu'il y avait des trucs qui marchaient pas. Ils ont reçu le texte, ils m'ont dit: «Merci, c'est super cool» et puis voilà. Eux, ils sont contents parce que en fait, ça leur fait de la QA, Ça reste un article. ça reste un article. Ça leur fait de la visibilité sur internet, donc c'est une place de plus qu'ils prennent et ça leur fait un retour d'expérience supplémentaire, gratuit. Donc pour eux, c'est tout bénef, quoi. Il faut bien comprendre que, maintenant, ce qu'il faut beaucoup se méfier, c'est quand tu vas sur un article en ligne et que tu vois contenu sponsorisé ou article sponsorisé, là, c'est plus difficile. Pour le coup, là, c'est marqué. Là, c'est marqué, même si, bon, C'est souvent tout petit. voilà, il y a des créateurs de contenu, ils disent: «C'est sponsorisé, la marque me prête, ce truc-là, mais je vais en dire ce que j'en pense». Oui, tu sais jamais vraiment, quoi. Nous, vraiment, de manière générale, enfin, on dit toujours ce qu'on pense et c'est pour ça qu'on refuse d'avoir des contenus sponsorisés et pourtant on en reçoit plein. Des trucs très louches la plupart du temps, mais on en reçoit plein. Mais en fait, on refuse ça parce que ce serait, jouer avec la confiance des gens, et ça, on veut pas. Et je pense que déjà j'ai répondu aux 2 gros, a priori des Ouais, ouais, carrément même. Et qu'est-ce qui te ferait changer de travail? lequel? Bah, tu peux répondre pour les 2. Potentiellement, je voudrais pas répondre à ta place, j'imagine qu'il y en a un que tu changerais pas, Oui, tout simplement. oui, bah, oui. Non, si je parle, de mon travail de support, ce qui me ferait changer, ce serait, soit que, mon travail de journalisme, j'arrive à en vivre, mais ça, c'est actuellement dans la case doux rêve et utopie. Pas que j'y crois pas que je me sente pas légitime, Ouais. mais parce que globalement, l'ambiance actuelle vis-à-vis de ça, du journalisme jeux vidéo, c'est trop compliqué et que vu qu'on veut fonctionner avec aucun revenu, extérieur, du coup, le truc il est pas périn, hein, enfin, on rapporte aucun argent, à part le Patreon, mais il y a pas beaucoup de gens dessus. N'hésitez pas à donner Patreon. Qui doit probablement peut-être même pas couvrir les frais d'hébergement et autres joyeusetés. Sans rentrer dans les détails, on n'est pas obligé de faire les comptes non Non, plus, hein. non, parce que là, on a changé d'hébergeur du coup. Avant, on était chez OVH, mais OVH, c'est cher, et c'est pas forcément le plus adapté à nous, notre situation. Donc on a changé d'hébergeur en changeant la version du site, ce qui fait que c'est moins cher. Mais en tout cas, oui, par le passé, pour te donner un ordre d'idée, le site, il me coûtait, 350 € à gérer par an, ce qui est très peu. Ça dépend. C'est pas si cher, mais ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Puis pour une structure bénévole, bah, ça reste 350 balles à sortir de votre poche, quoi. C'est ça. Que, le Patreon, les revenus sur l'année,
il couvrait un tiers, quoi. Et le reste, bah, on se partageait tous entre rédacteurs, on mettait un peu de notre poche et c'est OK, hein, il y a aucun problème. On s'en plaint pas. Puis vous venez tous en connaissance de cause. J'imagine qu'il y a pas de pression en mode, tu pas payé ta part, tu rédiges plus, quoi. Avant, c'était William qui payait tout et on avait, avant, on avait un Tipeee et le Tipeee fonctionnait un peu plus. Nous, on s'est éloigné de Tipeee, on a préféré aller, chez Patreon. C'est pas forcément, les mieux ou quoi, mais Tipeee, ils ont eu des petites phrases qu'on fait: «Bon, bah, peut-être, on va pas valider ça». Une petite affaire, ouais. On a, quelque chose, qui, on va dire, est viable. Même si, tu vois, la Gamescom, quand j'y suis allé là, l'été dernier, bon, bah, c'est William qui a financé ça, parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il me l'a proposé. La Gamescom que j'ai fait en 2022, qui était ma première Gamescom, on avait de la chance parce qu'on avait cumulé, avant que j'arrive en fait, Games Story avait cumulé beaucoup d'argent sur le Tipeee, suffisamment pour couvrir, 2 billets de train pour 2 personnes, du coup et aussi l'hébergement sur place. Mais du coup, on a tout claqué là-dedans. C'est-à-dire que vraiment on a fini, on a fini la Gamescom avec 3 € sur le Ouais, PayPal. ouais. Donc clairement, tout est parti là-dedans, mais parce qu'il y avait eu, vu qu'il n'y avait pas eu de Gamescom pendant 2 ans, heu, ben, du coup, ça avait pas mal cumulé. Et c'était les années Covid, c'est vrai. Gamescom 2022, c'était la première Gamescom post-Covid et à ce moment-là, comme dit, le Tipeee, il avait pas mal marché pendant le Covid. William avait réussi à le faire plutôt bien marcher pendant le Covid. Ouais. Le souci, c'est que quand on est passé à Patreon, bah, on a perdu beaucoup de clients. Ouais, il y en a pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de créateurs qui ont eu ce Ouais, problème-là. bah, du coup, c'est pas grave, hein. Là, la volonté avec le nouveau site, c'est justement de l'amener un peu plus en avant, d'essayer de faire un peu plus de com, parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus moderne. Bon, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite le meilleur. Merci, j'espère aussi. Mais du coup, dans ce qui me ferait changer de métier, c'était ça la question à la base, hein. De métier ou en tout cas de travail. Là, tu vois, dans mon travail, donc pas le journalisme JV, mais le support informatique, honnêtement, je changerais pas de boîte. Pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, c'est que je suis très bien payé. Il faut savoir que le support informatique, la plupart du temps, tu rentres au SMIC. J'ai des gens qui travaillent dans ce métier qui m'ont dit il y a pas longtemps: «Ah, j'ai été augmenté» et qui m'ont dit qu'ils étaient à 1 500 net, ce qui m'a déprimé, vu l'inflation. Moi, j'ai de la chance, c'est que là, ça fait donc 3 ans que je suis dans la boîte, donc avec les 3 ans d'ancienneté, je suis avant impôt à 1 976 € net. Ce qui, pour, une vie à Montpellier est OK. Juste pour ça, en fait, je ne peux pas changer de boîte parce que j'ai honnêtement aucune autre boîte de support qui me proposerait autant. Disons que s'ils te le proposent, c'est qu'ils vont te dire que tu vas les atteindre parce que tu vas faire les 3-8 ou parce que tu vas faire des week-ends ou tu vas avoir des Ouais, astreintes. voilà, ou alors je vais faire des trucs de zinzin, quoi. Là, dans ma boîte, j'ai des astreintes, mais elles sont très légères. Bon, elles me cassent un peu les noix, mais elles sont très légères parce que ça concerne une application qui est active que quelques fois dans le mois, donc c'est OK. Mais et je fais quasiment pas de fric là-dessus, c'est surtout du rattrapage de temps au final que je prends. Maintenant, clairement, une boîte qui demain me propose de faire du support, informatique à distance pour 2 000 balles net, bon, je peux m'accrocher. Je peux clairement m'accrocher. Donc c'est pour ça que même si, actuellement, dans ma boîte, je me sens pas forcément très, très bien, je bouge pas à cause de ça. Juste pour le confort, de la paye et c'est pour ça que je prends beaucoup de recul et que je prends beaucoup sur moi et que si ça va pas et ben, je dis: «Ça va pas» et peut-être je prends un arrêt, je sais pas. Ça va dépendre de ma motivation et de ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je fais mon travail du mieux que je peux, ma manager elle est contente de moi, ça c'est le plus important, quoi. Je sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles tu as des choses qui vont pas en ce moment au travail. Je sais pas à quel point tu peux ou tu as envie d'en parler vu que tu es actuellement en Alors je peux poste. pas. Voilà, non, je me doute, c'est pour ça que je creuse pas non plus trop. Je referai mon petit rappel à la fin, juste prends soin de toi, c'est important. Ouais, ouais, mais comme dit, j'ai revu une psy du travail, l'été dernier, enfin l'été là qui est passé. Parce que justement c'était un peu compliqué et bon, malheureusement elle m'a sorti le même discours que j'avais eu en 2021. Donc elle m'a pas spécialement aidé. Ce qui est intéressant, c'est par contre j'ai une trace de la médecine du travail, donc c'est toujours important. Mais, on va dire que j'ai les clés, je sais comment faire. C'est juste à moi de, à un moment donné, lâcher du lest. Quand je dis prends soin de toi, c'est parce que des fois, c'est pas facile de réussir justement à faire ces choses-là. En fait, des fois, il y a des choses que je prends un peu à cœur, dans le sens où, tu sais, ça va toucher justement des valeurs qui m'affectent un peu plus dans le monde du travail, des trucs qui me révoltent un peu plus en tout cas. Et du coup, je vais aller ouvrir ma gueule et ça me fait du bien, quand même de lâcher un peu mon sac. Mais c'est juste qu'il faut que je dose. Il faut vraiment que je dose et que j'essaye un peu de choisir mes combats. Parce qu'il peut y avoir le retour de bâton après. Oh, le retour de bâton, en vrai.
je leur dirais: «Ouais, allez-y, faites-le si vous voulez, j'en ai rien à cirer», tu vois? Le retour de bâton. C'est pas forcément le retour de bâton en termes de comment on va te tomber dessus, la hiérarchie, c'est plus toutes les conséquences que ça peut avoir, toi, après, sur ta Mmh. vie, en Ouais, fait. tout à fait, ouais. De lâcher trop fort, tu sais, C'est ça. ça peut générer des ambiances toxiques de merde, ça peut enfin, tu vois, ça peut faire un million de choses vraiment Ouais, pas ouais, cool, en tout à fait. fait. C'est pour ça que du coup, je choisis mes combats. J'essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est en mode, ça changera rien. J'ai aucune arme. Si j'ai pas d'arme pour me battre, ça sert à rien que j'y aille, quoi. Mais non, voilà, c'est vraiment cette situation-là et bon, bah, comme dit, je fais avec et peut-être qu'un jour, j'aurai une proposition pour, un autre boulot. Qui sait? Je ne sais pas. Ne jamais dire jamais. Il se passe des trucs inattendus, des fois, dans la vie. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Mmh. Elle est pas facile, celle. Ouais, parce que peur, le mot est fort, tu vois? En fait, il y a peut-être des années, je t'aurais dit d'être viré, tu vois? Actuellement, si demain, on me vire, C'est pas quelque chose qui te fait peur, en tout cas. en fait, avec l'expérience que j'ai, tant pis, je serai moins payé, mais du taf de support, j'en trouve, tu vois? C'est pas en fait, la chose que je me dis, c'est que le support, c'est un milieu tellement de turnover que des places, il y en a. Les bonnes places sont chères, mais des places, il y en a. Aujourd'hui, t'as pas envie de changer de poste parce que tu as ce que tu estimes être une bonne place. Oui. Par contre, t'es pas inquiet d'avoir une place. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire que, tu vois, demain, ma boîte décide de me virer. Bon, bah, déjà, je pars avec un petit pactole quand même, c'est cool. Je me dis: «Bah, je me prends une petite année sabbatique, allez, pourquoi pas?» Maintenant, ouais, si je veux une place, j'en trouve dans mon milieu. J'ai cet avantage-là et c'est pour ça que ça m'inquiète plus trop. Je vais plus être dans ce truc de: «Bon, bah, faut que je fasse quand même mes comptes parce que chômage, je vais pas toucher autant et tout machin», surtout que maintenant ils sont aidés. Ouais, tu perds en qualité de vie, mais t'as pas l'angoisse de est-ce que je vais retrouver quelque chose? Non, peut-être, l'une des angoisses, c'est bah, ma peur, en fait, c'est de pas bouger. Que justement, à 60 ans, je suis encore, tu vois, j'ai au taf, là, j'ai une de mes collègues dans le support, ça fait 13 ans qu'elle y est et tu vois, c'est là, moi, ça fait 3 ans et c'est déjà beaucoup trop, tu vois? Et je me dis: «Elle, ça fait 15 ans qu'elle y est, je sais pas comment elle fait et elles sont contentes sûrement très bien» et je connais les raisons pour lesquelles elle reste et ça la regarde à elle, tu vois? Mais ouais, j'ai pas envie d'être dans cette situation, quoi. Puis au-delà des raisons, c'est vraiment des sujets sur lesquels on n'a pas du tout les mêmes limites, Ouais, tous bah, oui. les uns les autres, quoi. Il y a vraiment des gens, 1 an à faire la même chose en boucle, ils en peuvent plus. Puis il y en a, ils sont là, ils sont: «Ouais, moi je suis dans ma petite routine qui me va bien, je peux faire ça 20 ans, j'ai pas de problème». Tout à fait, ouais. Il y en a qui sont très dans ce truc-là, ils sont posés, ils veulent pas faire plus et en vrai, c'est OK, hein, il y a pas de C'est tout à fait OK. Je pense que quand au-delà de ça, quand tu es employeur, trouver quelqu'un qui est à cette position-là, si tu arrives à le détecter, c'est super cool. Tu sais que tu peux compter sur lui. mmh. Donc il y a des avantages, il y a des avantages sur tous les profils, c'est juste qu'il faut réussir à cerner la personne. Non, mais ouais, je pense que c'est ça. Ma plus grosse peur, c'est que, à 60 balais, je fasse encore, ce boulot-là Mmh. qui est pas forcément, un truc voilà, qui me stimule plus que ça le cerveau, quoi, et comment on dit? Qui m'épanouit, voilà, qui m'épanouit pas plus que ça. Ouais. Si tu pouvais améliorer quelque chose dans ton travail et là, vraiment c'est baguette magique, genre tu te lèves le matin, tu frottes la lampe du génie, tu as un vœu, tu as pas 3 parce qu'il est radin ce génie, mais tu peux améliorer quelque chose dans ton travail. Qu'est-ce que tu changes? Dans mon taf de support, en vrai, ça, c'est un vrai truc que j'ai demandé et que j'ai dit: «Venez, on réfléchit un peu à ça». Plus de téléphone. Et tu fais comment du coup pour gérer les demandes de support sans téléphone? Du mail, un chatbot, n'importe quoi, tu vois? Je connais des services support qui fonctionnent que comme ça, en fait, qui fonctionnent que à l'écrit. Est-ce que tu penses que ça marcherait mieux de plus du tout avoir de téléphone? Est-ce que ça générerait pas d'autres tensions avec des gens qui ont peut-être plus de mal à s'exprimer ou que l'échange passe moins bien ou que le ton passe moins bien? Ouais. Non, mais c'est une vraie question et en fait, justement, j'ai un ancien collègue qui bosse dans une boîte où le support n'a pas de enfin, ils ont des téléphones, mais que pour des appels sortants, Ouais, ouais. et sinon, ils ont que du chatbot. Enfin, du chatbot, non, c'est pas un bot, enfin, ils ont un pré-bot, et après, qui fait le tri et après qui redispatche. Et il m'a dit, «En fait, c'est trop bien parce que, si tu vois que la personne, elle a du mal à expliquer son problème, évidemment que tu peux la recontacter». Ouais, c'est ça. Toi, tu peux décider de dire: «Je vais t'appeler, on va savoir au téléphone, ça va être plus simple». C'est pas de supprimer totalement le fait de parler à des gens, c'est de supprimer le fait que ton téléphone, il sonne C'est ça, ouais, constamment. c'est le truc de téléphone qui sonne en boucle. Ça, c'est vraiment un truc qui bah, ouais, ça rappelle, bah, je vais dire des gros mots, hein, mais ça rappelle l'usine, quoi. C'est le truc qui sonne en boucle, tout le temps. Et moi, je sais que c'est un truc que j'avais proposé à ma direction de, bah, qu'on passe par des chatbots pour
déjà faire un pré-tri. On a quand même l'avantage, c'est que, maintenant on a des trucs qui peuvent fonctionner très bien avec une base de données qu'on incorpore et les gens ils vont trouver eux-mêmes leur résolution à leurs problèmes et derrière pouvoir faire du rappel, c'est très simple quoi, mais bon, ma boîte est encore un peu vieille là-dessus, Puis c'est des choses qui sont longues à mettre en place en général. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. C'est pas que techniquement c'est long à mettre en place, c'est quand la mentalité est pas prête à faire ce changement, le temps que tout le monde soit prêt à accepter le truc, de former les utilisateurs, d'expliquer, de générer la documentation, de mettre en place la partie technique, tout ça. Ça et la semaine de 32 heures, bon voilà, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place, mais ça viendra. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu développer ou quelque chose duquel on n'aurait pas parlé que tu aurais voulu aborder? Je pense qu'on a un peu parlé de tout, vraiment, à la limite, c'est peut-être de l'ordre du détail que j'aurais pas spécifié, mais non, je pense qu'on a vraiment parlé de tout là. Pour clôturer, je vais faire comme d'habitude, prendre une petite minute pour dire aux gens de faire attention avec le burn-out, la santé mentale, le bore-out et tout ce qui s'y rapporte. Si vous vous sentez mal au travail, si vous vous sentez mal à cause de relations sociales au travail, que ce soit hiérarchique ou non, si vous vous sentez mal le matin en pensant à aller au travail ou le dimanche soir pensant à aller au travail, ça peut être très difficile, mais il faut essayer d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Ça peut être de parler à quelqu'un dans l'entreprise, de parler à un ami, de parler à un proche, de parler à un inconnu sur Internet, de parler à un médecin. Mais il faut essayer d'aller chercher de l'aide parce que c'est pas parce que vous avez l'impression que d'autres ont des situations pires et que vous ne méritez pas d'avoir le droit de vous sentir mal, que vous ne méritez pas d'avoir le droit de vous sentir mal. Écoutez-vous et allez essayer de demander de l'aide si vous y arrivez. Ça peut vraiment changer énormément de choses. Sur ce, je vais encore une fois te remercier, Xavier, pour tout le temps qu'on a passé ensemble, De rien, merci à toi pour l'invitation. d'avoir vraiment raconté ton aventure de vie professionnelle, ta double aventure de vie professionnelle avec nous. Et je vais tous vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, dépendant de quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Salut tout le monde. Des bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!